Oui, mais pas d'écologie des villes. J'ai entendu parler d'écologie des champs. On voit aujourd'hui des tracteurs dans toute l'Europe. Donc on peut aussi, nous, collectivement, se poser la question sur avoir des mécanismes d'une écologie qui est sous forme d'injonction. Et ce que les agriculteurs nous disent au travers de la simplification, mais aussi au travers de toutes les propositions qu'ils ont, c'est qu'ils sont porteurs de solutions. Et si on accompagne les solutions qui sont portées par les agriculteurs, je pense que peut-être en termes de résultats pour l'écologie, la baisse des gaz à effet de serre, la bonne nourriture de nos concitoyens, on peut peut-être aller plus vite en fait. On va continuer le tour. Non, je pense qu'un des sujets qu'on avait, c'était que l'agriculture n'était pas un sujet qui était sur le haut de la table du politique. Quand on a été élu en 2019, on ne parlait pas d'agriculture, on parlait de l'environnement, des accords de Paris, de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et les agriculteurs devaient faire leur part. Mais à aucun moment, on a pris le truc dans l'autre sens. C'est se dire finalement, on a l'agriculture la plus durable du monde, en France et en Europe. Donc ça veut dire que les agriculteurs sont aussi porteurs de solutions. Regardons les solutions qui peuvent être étendues au niveau européen et écoutons-les. L'histoire d'Ecophyto, le problème de l'indicateur. On a un indicateur en France, il y a un indicateur européen. Si on a un indicateur différent, on crée des problèmes seulement aux agriculteurs français. Est-ce que c'est ce qu'on veut, sachant qu'on a la législation la plus protectrice d'Europe? Je vais vous faire réagir. Cet impératif de produire toujours plus et cet objectif de durabilité. En tout cas, cette double injonction qu'on impose aux agriculteurs aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, mondialement, on va devoir produire plus. Voilà. Et donc, à partir de là, on va devoir en même temps avoir moins d'impact. Donc, en revanche, on a aussi des impacts très localisés du changement climatique. Je crois que le devoir du politique et le courage du politique, c'est de réviser des choses. Par exemple, l'eau. L'accès à l'eau, la sécheresse ou le trop d'eau avec les inondations. Aujourd'hui, nous avons des régions de France qui ont pu connaître de la sécheresse et être extrêmement inondées. Donc la mesure qui dit on met en présomption d'urgence toutes les infrastructures qui sont là pour accompagner l'irrigation chez les agriculteurs, c'est de la souveraineté alimentaire et c'est pas contradictoire avec les objectifs climatiques. C'est un moyen de garder notre agriculture qui, encore une fois, est la plus durable du monde. Merci beaucoup, vous me faites la transition. Reportage sur les Pyrénées-Orientales qui est vraiment dans une crise majeure. C'est-à-dire que pour faire des stockages de l'eau, il faut avoir de la pluie. Et non seulement ils n'ont pas eu de pluie, mais en plus, ils n'ont pas de neige. Donc, il est important de prioriser la consommation humaine de l'eau, mais la consommation agricole de l'eau en développant, par exemple, les usages de réutilisation des eaux. Dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, nous n'avons pas de pluie qui tombe, donc on a un problème de ressources en eau. Donc, il faut qu'on soit tous autour de la table. Et la vraie question, c'est pourquoi dans l'Hérault, qui est dans la région Occitanie, on a les élus qui tous ensemble ont réussi au niveau des collectivités locales à porter des schémas directeurs d'eau brute pour justement qu'on allège notre pression sur les nappes phréatiques tout en apportant plus de ressources en eau aux agriculteurs et que dans les Pyrénées-Orientales, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un projet où que tous les élus peuvent porter. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que le sujet de l'eau, c'est un sujet prioritaire pour la vie humaine et pour l'agriculture. Donc nous devons tous nous mettre en mode rugby. La responsabilité des politiques au niveau européen, au niveau national, c'est de simplifier les choses pour que les infrastructures puissent se faire. Oui. Mais les tours de financement doivent se faire avec l'ensemble des acteurs concernés et toutes les collectivités, quel que soit leur bord politique. Et je suis très énervée d'entendre des personnes parler de l'eau alors qu'ils sont en responsabilité sur des collectivités dans les Pyrénées-Orientales et qu'ils n'ont rien fait. Et rien fait depuis au moins des dizaines d'années. Là, aujourd'hui, nous devons anticiper sur la France entière des développements de structures de stockage de l'eau. C'est plus seulement dans le sud, ça va être aussi dans le nord, parce qu'aujourd'hui, on a des départements où on a trop d'eau avec les inondations et qui, derrière, ont de la sécheresse. Gilles Lenoir.
En accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que pour moi, l'échec des plans éco-phyto, c'est qu'on avait des mauvais indicateurs. Parce que si on prend d'autres indicateurs, par exemple les pesticides les plus néfastes pour la santé globale, c'est-à-dire la santé humaine et la santé, donc les CRM1, cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes. Ceux-là, les agriculteurs, ils ont baissé leur usage de 90%. Donc le sujet, c'est qu'on prend des mauvais indicateurs et après, on met un point rouge sur le front des agriculteurs. Je ne suis pas d'accord. Il n'y aura pas d'agriculture sans eau, il n'y aura pas d'agriculture sans solution pour les maladies existantes ou à venir. Mais en revanche, les agriculteurs ont aussi été très allants avec leurs instituts techniques pour développer des ressources. La confusion sexuelle, hein, c'est à un moment donné, les auxiliaires de culture, ce sont les agriculteurs. Alors, par exemple, sur des insecticides, on a dans les pesticides des insecticides, donc ça tue des êtres vivants, c'est vraiment pas... bon, on a des herbicides, avec le plus connu, le glyphosate, et on a des fongicides pour lutter contre des champignons qui viennent directement impacter la qualité ou la quantité de la culture. Donc les insecticides, on est tous conscients que c'est les produits les plus dangereux. Et donc il y a eu un travail énorme sur essayer d'identifier des prédateurs naturels de l'insecte qui posait problème. Il y a des impasses. On a des impasses sur la cerise, on a des impasses sur la noisette, mais sur toutes les filières, par exemple la filière viticole, mais pas que, où on a pu trouver des solutions naturelles, elles sont déjà en place. Elles sont déjà en place. J'aimerais revenir sur pourquoi on ne parvient pas à harmoniser toutes ces normes finalement dans chaque pays européen. Il y a un texte qui a été rejeté à l'automne en la matière. Alors, en fait, en matière de réduction de pesticides, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Alors, le texte qui a été rejeté, pour une fois, c'était un règlement, c'est-à-dire un texte totalement harmonisé. Donc moi, je pense qu'une voiture, on la conduit pas en regardant dans le rétroviseur, on regarde dans le pare-brise. Donc moi, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut changer. Déjà, au niveau des autorisations de pesticides dans l'Union européenne, on a des zonages historiques où des matières sont autorisées à certains endroits et pas en d'autres. Ça, il faut le faire exploser parce que le changement climatique fait que, un produit qui marche, l'agriculteur qui n'est pas dans la bonne région, peut-être demain, ils vont en avoir besoin. Deuxièmement, il faut que les recherches du monde entier travaillent ensemble. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous avons des solutions sur la betterave à sucre qui commencent à arriver, sur des formules de biocontrôle, de choses qui pourraient être intéressantes. Ce sont des boîtes américaines qui les ont trouvées. Autorisons-les le plus rapidement possible, de façon, ou bien, si on ne veut pas faire ça, parce qu'on veut à tout prix que ce soit des pesticides européens qui soient utilisés sur les cultures européennes, alors dans ce cas-là, il faut revenir sur l'interdiction sur les néonicotinoïdes, puisque effectivement, sans produit de substitution, les betteraviers français sont en impasse sur le sujet de produire sans pesticides. Mon mari a essayé de faire des tomates cette année sans pesticides. La tomate cœur de bœuf de mon mari, elle faisait cette taille-là. Donc le problème, c'est les pertes de rendement. Or, si on a des pertes de rendement qui sont très importantes, pour arriver à nourrir l'ensemble de la population, il va falloir avoir des hectares en plus. On les trouve où, ces hectares? On déforeste? Guillaume Gontard, là-dessus, votre majorité a tué le bio. Alors, notre majorité, dans le plan stratégique national, le budget bio a été augmenté de 30%. Donc voilà, suite à une négociation avec les filières bio qui ont demandé que ce soit plutôt des aides à l'installation que les aides au maintien. Cependant, les politiques publiques qui ne sont pas solides au niveau des marchés... Si vous pensez que le bio se porte actuellement... Non, mais justement, d'ailleurs, le gouvernement a mis des aides au bio en plus qui n'étaient pas prévues. Cependant, je voudrais rajouter le discours que je viens d'entendre, c'est très exactement le discours qui a fait sortir tous les agriculteurs de France. Je pense qu'ils en ont marre d'entendre des personnes qui ne connaissent absolument pas leur métier leur expliquer comment ils doivent faire. Moi, je crois qu'il faut écouter les agriculteurs. La betterave, ce n'est pas la fleur de betterave qui risque de faire un quelconque problème à un apiculteur. En revanche, sur les endroits où on a du miel avec des apiculteurs, le travail européen, on l'a fait. 1200 études, c'est nous. Vous mettez pas d'accord, visiblement, sur ce plateau, ça va être compliqué. Gilles Luneau, vous allez m'aider. Un des chemins vers l'avenir, mais il n'est absolument pas le seul et il ne faut absolument pas mettre tous les yeux dans le même panier. Aujourd'hui, nous avons des filières bio qui sont en grande difficulté parce que les consommateurs n'ont pas les moyens de payer le prix supplémentaire lié à la baisse de rendement. Donc, si je reprends les chiffres 2023 de la FAO, on a besoin, pour avoir une agriculture durable, d'augmenter nos productions de céréales de 39%, 29% pour la
la viande, 35% pour les produits laitiers, 37% pour le poisson. Certes, il faut à tout prix qu'on ait une agriculture circulaire et qu'on diminue notre gâchis alimentaire. Mais on ne pourra pas évacuer la question du rendement. Est-ce que sur 10 hectares, j'en ai 10 qui produisent 10 ou j'en ai un qui produit 100? Et dans quelle est la solution qui nous permet d'être le plus durable dans notre impact environnemental tout en amenant une nourriture de grande qualité auprès des consommateurs? Donc c'est un effort qui part de la recherche. Une fois que la recherche trouve, il faut qu'on autorise. Donc il faut que la recherche européenne travaille avec les recherches des autres pays du monde, puisqu'il est aussi important que des pays qui aujourd'hui ne sont pas autosuffisants alimentairement le deviennent. Mais on doit aussi travailler sur tous les intrants agricoles, avoir des herbes qui n'aient pas besoin d'eau pour que les vaches puissent les pâturer. Et puis, je pense que c'est vraiment un sujet où on a besoin d'être tous ensemble, parce que le renouvellement générationnel, il est très important. Si on continue à faire des injonctions, quand on prend l'avion, on ne dit pas au pilote, sors de là, je vais t'expliquer comment le conduire. On respecte son métier. Respectons le métier des agriculteurs, écoutons-le, ils savent ce qu'ils font. Et donc, accompagnons-les, plutôt plus de carottes et moins de bâtons.